Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. Football et politique ont toujours partagé le terrain. Des saluts fascistes des années 30 au mondial argentin organisé sous dictature en 1978 jusqu'au Qatar en 2022, la Coupe du Monde a souvent raconté autre chose que du sport. Mais cette édition 2026 pousse peut-être encore un peu plus loin ce mélange des genres. Le 11 juin a débuté le plus grand mondial de l'histoire, 48 équipes, 3 pays organisateurs, États-Unis, Canada, Mexique et plus d'un mois de compétition. Un mondial organisé dans une Amérique redevenue trumpiste, un mondial où la présence de l'Iran suscite des tensions diplomatiques, un mondial aussi accusé d'être ultra commercial, ultra polluant et devenu un outil d'influence pour les États comme pour la FIFA. Alors, pourquoi le football est-il un espace aussi stratégique politiquement et qu'est-ce que cette Coupe du Monde raconte du monde de 2026 ? On en parle avec Richard Gott, notre journaliste sportif qui couvre l'événement, et Olivier Berger, grand reporter spécialiste des questions géopolitiques. Bonjour à tous les deux. Bonjour Élodie. Bonjour Élodie. Alors pour commencer, je l'ai dit en introduction, la politique n'est jamais très loin des terrains de foot et forcément quand il s'agit de réunir le monde, ça devient même carrément un outil géopolitique. Alors comment en est-on arrivé là et pourquoi ce sport semble-t-il concentrer justement toutes les attentions des États ? Je crois d'abord que de manière incontestable, le football est le sport le plus populaire au monde. Il ne suffit de pas grand-chose pour jouer au foot. Une boule en papier avec un peu de scotch et des pulls pour faire des buts. Et puis voilà, donc ça c'est déjà à la base, c'est le sport qui réunit vraiment le monde entier. Je pense que l'audience télévisée pour les finales de Coupe du Monde, notamment la dernière au Qatar, avait dépassé le milliard de téléspectateurs. Donc déjà, ce postulat-là est posé. Donc du coup, les pouvoirs politiques s'en emparent logiquement. Ça peut être un outil de propagande, d'électorat. Voilà, le football réunit un peu tout ça. Alors bien sûr, il y a la volonté pour les États de briller dans cette compétition. Alors sur le plan sportif, d'être au palmarès, mais de montrer également qu'ils sont capables d'organiser cette compétition. C'est-à-dire de braquer toutes les caméras du monde sur le pays. Moi, j'ai pu couvrir la Coupe du Monde en Russie en 2018, là où la France devient champion du monde pour la deuxième fois. Et il avait tout fait, le président russe, Vladimir Poutine, pour que cette Coupe du Monde soit réellement un événement exceptionnel. Donc, il avait mis énormément de moyens. C'était des stades neufs, des infrastructures nouvelles adaptées à toute la Coupe du Monde. Et on se rend compte à quel point il en avait besoin pour prouver aux yeux du monde que la Russie n'était plus un pays communiste ou en retard par rapport à l'Occident. Donc, tu vois, c'était vraiment pour la Russie un moyen de prendre sa place dans le monde. Le soft power, comme on l'appelle, c'est-à-dire quand un pays profite d'un événement, en l'occurrence ici la Coupe du Monde, pour montrer une image positive de lui-même et gagner en influence auprès du reste du monde. Exactement, et c'est pour ça que la Russie avait candidaté. Elle y était vraiment parvenue parce que cette Coupe du Monde, elle était assez remarquable. Franchement, moi j'en garde un excellent souvenir. Et alors le soft power, on en a reparlé 4 ans plus tard avec le Qatar dans un style différent, où là aussi la volonté était de séduire. Les États investissent beaucoup dans cette compétition, au-delà des pays organisateurs. Qu'est-ce que ça apporte aux pays, aux États qui y participent en termes d'image ou d'influence ? C'est forcément bon d'être là. On voit bien que c'est un drame en Italie de ne pas être qualifié pour la Coupe du Monde. Mais donc, ce sont des enjeux d'image. Une équipe de France qui fonctionne, qui va loin, qui va au bout. C'est aussi un instrument politique pour les élus, pour le président de la République, en l'occurrence, qui s'en était bien sorti, par exemple, en Russie, je me souviens. Il avait assisté à la finale et il avait étreint longuement Kylian Mbappé devant les caméras du monde entier. Donc c'est un outil aussi, oui, de valorisation politique qui peut être intéressant pour tout le monde. Quand on regarde donc l'histoire des Coupes du Monde, on se rend compte qu'elles ont souvent dépassé ce simple cadre sportif. On en a parlé, je pense forcément à 2022, où le Qatar avait cristallisé les débats, notamment sur les droits humains, et ce qu'on a appelé le sport washing, c'est-à-dire utiliser le sport pour améliorer sa réputation. Alors 4 ans plus tard, qu'est-ce que cette
Coupe du Monde 2026 raconte de nouveau? Et puis quel rôle joue la FIFA, la Fédération internationale de football, dans tout ça, quand on sait que c'est elle qui choisit le pays organisateur? Si tu prends quelqu'un comme Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, quand on se rend compte des budgets en jeu, des sommes en jeu, il faut bien avoir conscience qu'il a rang de chef d'État. En France, le président de la Fédération française de football, on a coutume de dire qu'il a rang de ministre. Tu gères 2 millions de licenciés. C'est un personnage qui est aussi important par les responsabilités qu'il a et par la portée de son message, les gens qu'il peut toucher, qu'un rang de ministre. Infantino, c'est pareil pour le football mondial. Là, on parle de la Coupe du Monde aux États-Unis. 13 milliards de recettes prévues, 30 milliards pour l'économie américaine. Ça va être la Coupe du Monde du business. Parce que les États-Unis, c'est le pays du business et c'est le pays du sport business. Tous leurs sports sont organisés selon ce principe. Et là, le football, l'une des caractéristiques de cette Coupe du Monde, c'est que chaque mi-temps va être à la 22e, 23e minute, à la mi-temps de la mi-temps, donc au quart-temps, sera coupé du cooling break, la pause fraîcheur. Comme il va faire très chaud, ça sera bien vu, mais la pause fraîcheur qui normalement dure 30 secondes pour boire un coup, elle va durer 3 minutes parce qu'on va en mettre un tunnel de publicité à l'américaine. La première puissance impose ses codes. Et Gianni Infantino, lui qui est pour le coup très américain dans sa tête, il suit ça. La FIFA, évidemment, elle est au centre de tout ça, comme en décembre dernier, lorsqu'il a remis le prix de la paix à Donald Trump, le prix de la paix de la FIFA. Tout ça parce que M. Trump n'avait pas reçu le prix Nobel de la paix. Donc, tout ça présente des dérives sportives, évidemment, attisées par l'argent. Même si la FIFA reverse une partie au pays, reverse à peu près 1 milliard entre les pays et les clubs qui prêtent les joueurs. Cette Coupe du Monde 2026, elle est, de ce point de vue-là, très américaine. Elle prétend être la plus grande de l'histoire. Alors, elle l'est de fait parce qu'on passe de 32 équipes à 48 équipes. La raison principale, c'est tout ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est qu'en touchant 48 équipes, tu concernes 48 pays directement. Donc l'audience, tu vas la chercher encore plus loin, tu fais encore plus passer ton message et tu génères encore plus de cash, encore plus d'argent. Et d'ailleurs, le vainqueur gagnera, je crois, 50 millions de dollars, donc 43 millions d'euros. Et avec toutes les nations vont vraiment gagner beaucoup d'argent. On s'éloigne un peu du football, du coup, avec tout ça. Oui, alors, c'est toujours cette recherche d'audience, des droits télé. La M6, qui va retransmettre la Coupe du Monde en France, paye 130 millions d'euros pour les droits télé cette fois. TF1, ce n'était que 70 millions en 2022. Donc, il y a une espèce de surenchère encore. On est toujours dans des recherches de croissance et de nouveaux gains, de nouvelles recettes avec le foot. Alors, est-ce qu'on s'éloigne du football ? Le sport professionnel est tellement lié à ça aujourd'hui. Ce qui peut choquer, là, ce sont peut-être les places des billets d'entrée au stade. Là, les prix sont sans commune mesure, mais elles sont au niveau américain, en fait. Des places pour aller voir un match de NBA, j'en ai fait l'expérience, sont vraiment hors de prix. Ça se compte en centaines, voire en milliers de dollars, alors qu'on peut encore aller voir un match du RC Lens ou du LOSC pour quelques dizaines d'euros, quoi. Donc là, on n'est pas dans la même dimension, mais c'est le business à l'américaine, là, plutôt, qu'il faut incriminer et qui a l'air de fonctionner, puisque ça soulève des bénéfices monstrueux, en tout cas en termes d'argent. Justement, est-ce que quand on voit les prix, la compétition est aujourd'hui plus pensée pour les diffuseurs que pour les supporters ? Oui, oui. Ça me paraît tout à fait normal. On pense même pas trop aux équipes, parce que les Français vont jouer pour que ça soit 21h en France. Donc eux, il sera 14h ou 15h et en plein cagnard. Ils vont jouer à Boston et Philadelphie ou je ne sais plus où. Il fera très chaud. Donc ce sont les principaux bailleurs, sont les télévisions. Donc elles ont la priorité sur les horaires, surtout, y compris cette pause fraîcheur où elles pourront mettre des pages de publicité en plus. Mais c'est la logique économique du sport professionnel, hein. On l'accepte ou pas, quoi. On sait déjà que la Coupe du Monde 2030, elle, sera éclatée sur 3 continents. Celle de 2034 aura lieu en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est une séquence géopolitique beaucoup plus large, en fait, qui se joue déjà en 2026 ? Quand on parle de la Coupe du Monde de 2030, on concerne 3 continents. Alors, pourquoi ?
En 2030, on fête le centenaire de la Coupe du Monde. La première a eu lieu en 1930 en Uruguay. Et donc là, le continent sud-américain va être concerné en Uruguay, Paraguay et Argentine. Il y aura des matchs un peu inauguraux les premiers. Après, c'est réparti entre Portugal, Espagne et Maroc. C'est un attelage assez particulier. On ne comprend pas trop où on veut en venir. Et les équipes qui vont devoir traverser l'Atlantique pour jouer des deux côtés, c'est quand même un petit peu étrange, quoi. Bon. Il faut savoir que Infantino, on parle plus peut-être de 48 équipes pour cette Coupe du Monde, mais de 60. On ne va pas refaire le chapitre, mais toujours les mêmes raisons. Toucher le plus de monde pour aller chercher le plus d'argent. Et derrière, l'Arabie Saoudite, là, on est dans le modèle Qatar, soft power, se donner une image. Après, on ne sait jamais. On ne va pas les condamner à l'avance, mais peut-être que l'Arabie Saoudite aura progressé d'ici 2034 dans les droits humains. Comme le Qatar qui avait été montré du doigt, surtout pour la condition des travailleurs qui avaient construit les stades et où il y avait eu beaucoup de morts un peu enfouies, si on peut dire, sous le tapis. Le Qatar, on n'en avait qu'une vague idée avant la Coupe du Monde. Maintenant, on a l'impression de le connaître un peu mieux. Avec le Paris Saint-Germain et sa réussite, on a même un petit peu le sentiment de l'accepter un peu plus, en fait, ce pays, alors qu'avant la Coupe du Monde, il y avait tous les problèmes liés à l'écologie, la climatisation dans le désert, et bien entendu les droits humains, les workers. Une parenthèse à ce sujet, moi qui suis allé là-bas pendant la Coupe du Monde, j'ai vu tous ces travailleurs, j'ai discuté un peu avec eux, ils y vont de leur plein gré pour fuir la misère de leur pays, en fait. C'était des travailleurs indiens, sri-lankais, qui avaient un salaire de $500 au Qatar. Mais dans leur pays, c'est $50. Donc, ils gagnent 10 fois plus. Ils font une année au Qatar, c'est 10 ans de salaire au pays, 2 ans, 20 ans. Il y a des aménagements, il y a eu du progrès. Il y a eu une époque aussi où ça fonctionnait presque avec de l'esclavagisme, on confisquait le passeport. Là, ça a un peu évolué, mais ce ne sont quand même pas les régimes démocratiques d'ici. Justement, est-ce que le football et la Coupe du Monde fait oublier certaines réalités politiques ? Quand tu es dans une Coupe du Monde, tu es dans la compétition sportive, le spectacle, donc tu es dans le show. Ça ouvre un peu le pays. C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de boycott. Je pense, parce que c'est pas comme ça que tu vas résoudre les problèmes en vivant frontières fermées. C'est bien d'y aller. Il y a toujours un effet positif que ces pays-là, relativement fermés au départ, sont des monarchies, des dictatures, accueillent justement des supporters ou des médias d'autres pays parce que ça les ouvre un peu, forcément. On imagine qu'organiser une Coupe du Monde dans l'Amérique de Donald Trump change énormément de choses, d'autant plus quand on sait les tensions qui existent avec les deux autres pays organisateurs qui sont le Mexique et le Canada. Comment ça se passe pour organiser cette compétition dans ce contexte ? Comme la Coupe du Monde s'agrandit, elle a été répartie comme ça pour que, non seulement concerner le plus de monde possible, quand tu concernes 3 pays, toute l'Amérique du Nord, enfin jusqu'à l'Amérique latine. Il y a 16 stades au mondial, il y en a 3 au Mexique, 11 aux États-Unis et 2 au Canada. C'est un peu étrange de constater ça maintenant parce qu'on ne peut pas dire que le président Trump il s'entend très bien avec la présidente mexicaine et le premier ministre canadien. On rappelle qu'il veut annexer on parle de 51e État pour le Canada et quant à la politique migratoire du Mexique, il construit des murs, donc il n'est pas très accueillant. Mais finalement, on essaie de travailler ensemble, notamment pour accueillir tout ce monde. Et là aussi, la politique va reprendre ses droits pour faire bonne figure ensemble devant les caméras. On connaît la politique migratoire de Donald Trump. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, Richard, justement, comment tu as obtenu ton visa pour aller couvrir cette Coupe du Monde ? Normalement, quand tu es touriste aux États-Unis, tu dois remplir un document qui s'appelle l'ESTA. Tu fais ça sur Internet, tu reçois ton visa. Et là, pour les journalistes qui voulaient aller à la Coupe du Monde, pour obtenir l'accréditation qui allait délivrer par la FIFA, la Fédération internationale, il fallait aller à l'ambassade des États-Unis, avoir un entretien en fait. Donc je me suis déplacé à l'ambassade des États-Unis qui est sur les Champs-Élysées, place de la Concorde. Et là, tu vois que tu arrives, c'est très américain, c'est bunkérisé. Et alors l'entretien, il a été symbolique en fait. Ça m'a valu un TGV, un métro jusque-là, et de l'attente et encore de l'attente pour finalement 2-3 mots et pour me dire que le visa est accordé parce que je suis juste un journaliste qui va suivre la Coupe du Monde. Je ne vais pas faire le procès ou la chasse du président des États-Unis.
C'est assez révélateur. On voit que ce n'est déjà pas simple forcément pour un journaliste français d'obtenir un visa. Mais alors, comment ça se passe concrètement pour un pays comme l'Iran, alors que la Coupe du Monde se déroule aussi dans un contexte d'extrême tension entre Téhéran et Washington ? Mais là, les Iraniens, ils sont traqués, ils sont sous surveillance. Ils vont être constamment accompagnés de policiers, de militaires. Alors déjà, ils vont loger plutôt hors territoire américain, plutôt au Mexique. Ils viendront à se déplacer seulement sur le territoire américain pour des matchs. Mais je pense aussi que pour l'Iran, c'est important d'aller à cette Coupe du Monde. Pas forcément pour la performance sportive, mais pour dire qu'ils existent. Pour montrer que, d'une certaine manière, ils n'ont pas peur des États-Unis. Enfin, en tout cas, ils ne veulent pas se laisser dicter la loi par les États-Unis. Et Donald Trump, qui aurait pu, dans son style, faire la pression sur la FIFA pour refuser l'Iran, ne l'a pas fait non plus, parce que lui, il veut aussi montrer qu'il est un peu dans la négo, parce qu'il est un peu embourbé en ce moment en Iran aussi, le président américain. Donc, Parce qu'il y a eu cette idée de les remplacer par l'Italie. Oui, à un moment donné, il y avait cette idée. Et puis en plus, je pense que pour le coup, comme l'Italie est une grande nation de football, la FIFA, ça l'aurait bien intéressé parce qu'elle va manquer, l'Italie, au mondial. Mais non, finalement, Trump fait un peu grand seigneur pour dire qu'on accueille l'Iran avec toutes les contraintes qu'on vient de donner quand même. Parce qu'évidemment, potentiellement, quand tu as un pays ennemi comme ça, tu as encore plus l'image d'un potentiel terroriste, va-t-on dire, pour la sécurité américaine, quoi. Il y a eu des matchs tendus dans l'histoire. Il y a notamment un Salvador, Honduras, qu'on a appelé la guerre du foot. Mais c'est très rare. Il y a des fois, quand il y a eu des Albanie, Serbie, il y a eu des démonstrations nationalistes très fortes. Ça, c'est clair. Mais deux pays en guerre, franchement, ça ne me dit rien. Toujours est-il qu'on peut espérer qu'il y ait une parenthèse de football entre les deux pays qui se sont déjà rencontrés à la Coupe du Monde, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de tension particulière sur le terrain, même s'il y en a à côté. Donc on peut espérer que ça soit la même chose. On verra l'attitude des Iraniens qui peuvent en profiter pour montrer leur résistance, leur résilience face aux attaques américaines. Ils peuvent aussi, je ne sais pas, pendant l'hymne, est-ce que l'hymne iranien va être joué comme les autres ? Est-ce qu'eux vont présenter un drapeau iranien, le brandir pour un peu provoquer le public américain, puisque l'équipe va jouer 2 matchs à Los Angeles et 1 à Seattle. C'est à voir, on verra, mais ça sera intéressant. Est-ce que la Coupe du Monde reste un événement aujourd'hui capable de rapprocher les peuples, ou est-ce qu'elle est devenue un miroir des fractures du monde ? Parce que la FIFA continue de vendre le football comme un langage universel, mais est-ce que cette idée tient encore dans un monde aussi fragmenté que le nôtre ? Alors là, c'est la fameuse parenthèse olympique, on dit ça pour les Jeux. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le football ? J'ai tendance à penser que oui, puisque quand tu vas au stade, alors évidemment, les médias, nous, on parle un petit peu des problèmes à côté, parce que c'est notre métier aussi de relier les choses et de pas justement ce qu'on disait tout à l'heure et trop se voiler la face surtout. Mais après, ça reste un match de foot, ça reste des jeux. Et pour le coup, franchement, ça réunit le monde et les supporters, les peuples dans les stades, ils font quand même un peu la différence entre ce que font les chefs d'État, les guerres qui peuvent se mener entre eux, les rivalités, les concours de puissance et ce qui se passe réellement. Lors des précédentes Coupes du Monde, on a quand même en général une fraternisation entre les supporters des différentes équipes. À l'exception, c'est arrivé bien sûr, et malheureusement à Lens par exemple en 98, mais c'est rare et ça concerne un très petit nombre de gens. Les hooligans anglais d'une certaine époque, dans les années 80, oui, ils pouvaient faire des ravages à l'extérieur, notamment lors de la Coupe du Monde en Espagne 82, ou France 98 d'ailleurs à Marseille, il me semble bien. Ça peut arriver, mais ce sont pas des épiphénomènes, mais ce sont des phénomènes annexes qui n'empêchent pas la grande majorité des gens de se rencontrer et de fraterniser. Sur la Coupe du Monde de football, tout est fait pour que ce soit festif en fait. Moi, j'ai tendance à penser que, je suis peut-être un éternel et optimiste, que ça rapproche quand même les gens, mais c'est toujours pareil, une fois que la parenthèse est refermée, on revient à la réalité. Cette Coupe du Monde, elle est accusée d'être l'une des plus polluantes de l'histoire, avec par exemple une multiplication des trajets en avion, puisqu'on l'a dit, les stades sont très éloignés. On parle aussi du sponsor,
Aramco, connue pour être la plus grande compagnie pétrolière du monde et donc gros émetteur de CO2. Et ce, alors même que la FIFA communique beaucoup sur les Coupes du Monde responsables avec son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2040. Alors, est-ce qu'on arrive à un moment où le modèle même de la compétition est incompatible avec les enjeux climatiques actuels ? Oui, si la France termine 3e de poule, on ne sait pas où elle peut jouer, mais elle peut partir franchement dans tous les sens. Elle peut jouer à Seattle, à Vancouver, à Kansas City. Bon. Là déjà, dans son parcours, il est possible qu'elle joue à Dallas en demi-finale. Il y a 4h30 d'avion, c'est pas des petits vols en plus. Alors aux États-Unis, on prend l'avion comme nous, on prend la voiture presque. Et en fait, la Coupe du Monde, bien sûr que c'est plein d'avions, plein de transports dans tous les sens, mais déjà tout le sport professionnel fonctionne comme ça en fait. Si tu prends la Ligue 1 de football, les équipes à l'intérieur du pays, elles se déplacent exclusivement en avion. Alors évidemment, le football déplace des masses. Quand tu vas faire un match de basket, t'emmènes pas 5000 supporters. Il faudrait beaucoup plus limiter... que chacun joue des matchs dans son coin pour éviter les déplacements et que la compétition elle puisse être organisée autrement, mais là ça n'en prend pas le chemin. Une entreprise, parce que c'est une entreprise, comme la FIFA peut aussi se débrouiller pour atteindre la neutralité carbone par d'autres manières. Elle peut racheter, avec tous les bénéfices qu'elle fait, elle peut acheter des compensations carbone, qui du coup bénéficieraient d'une autre façon. Pour moi, on ne peut pas empêcher un pays d'avoir envie d'organiser la Coupe du Monde. Il y a du sport washing, mais bon, c'est l'essence même d'une compétition comme la Coupe du Monde de football qui est tellement gigantesque qu'elle attire tout le monde. Pour la question climatique, je ne pense pas que ça soit le meilleur endroit pour faire avancer la cause, c'est sûr. Ça peut continuer à grossir indéfiniment ? On a l'impression que c'est déjà tellement irrationnel, toute l'économie, la taille du football, que j'ai tendance à penser que non. Mais si le sport, comme on le pense, et comme la FIFA semble évoluer, c'est pour aller vers l'américanisation, on n'est pas sorti de l'auberge. Après, c'est le capitalisme qui veut ça, c'est de la croissance, c'est toujours aller chercher. Alors, il y a forcément une limite un jour, mais moi, je suis incapable de dire... Où sera cette limite ? On est déjà effrayé par l'argent du football en France, alors qu'il est bien moindre qu'en Angleterre, il est moindre que les sports américains. Il y a encore du potentiel, alors je ne devrais pas dire de développement, mais pour faire encore plus grand. Mais ce n'est pas une compétition ou un événement qui est raisonnable ou responsable pour la planète. C'est effrayant. Quitte à oublier l'aspect populaire et ce petit garçon qui joue au foot avec une boule de papier dont tu parlais, Olivier, au début de l'épisode, pour le business. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ils sont même liés, quelque part. Le petit gamin, quand il sera plus vieux, il achètera des places au stade et des maillots, Donc, non, le foot a un caractère un peu unique, universel. Et c'est un des rares sports qui l'est, en fait. Malgré le business. Mais le business en fait partie, en fait. Merci beaucoup à vous deux pour cette analyse géopolitique de la Coupe du Monde 2026. Et évidemment, vous pouvez suivre toutes les actualités liées à cette compétition sur le site internet de La Voix des Sports et de La Voix du Nord. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires ou des petites étoiles. Hors texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.